We've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and trafficking networks led by Nicolas Maduro. Que está detrás es lo mismo que está detrás de la guerra de Ucrania, petróleo. Celui qui contrôle les ressources de pétrole dans le monde a la puissance dans le monde. Pétrole, avant de vouloir dire économie, veut dire puissance. Le président américain, Donald Trump, a beau être l'un des hommes les plus puissants au monde, il a ses petites frustrations. Par exemple, il vit mal le fait de ne pas encore avoir décroché le prix Nobel de la paix. Il y a plein de raisons de me donner le prix Nobel de la paix s'il l'attribue honnêtement, ce qui n'est pas le cas. Nous avons réglé 7 guerres, nous sommes sur le point d'en régler une 8e, et je pense que nous finirons par régler la situation russe, qui est horrible. Je ne pense donc pas que quiconque dans l'histoire ait réglé autant de problèmes, mais peut-être trouveront-ils une raison de ne pas me le donner. Franchement, les gens sont méchants. Qu'on se le tienne pour dit, Donald Trump est un faiseur de paix. Et si des belligérants ne veulent pas signer d'accord, eh ben, il les force. Aujourd'hui, nous nous engageons à mettre fin à des décennies de violence et d'effusion de sang et à entamer une nouvelle ère d'harmonie et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et du coup, la Pax Americana peut produire des scènes ubuesques comme celle-ci, où les présidents congolais et rwandais, prétendument réconciliés, ont leur mine des mauvais jours et refusent obstinément de se serrer la main. Ce n'est pas le seul problème. Dr Donald se drape les jours pairs dans ses habits de grand pacificateur et enfile les jours impairs son treillis de chef de guerre. Et son petit Irak à lui pourrait bien être le Venezuela. Et son prétexte à lui, ce ne sont pas les armes de destruction massive, mais le trafic de drogue. We've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and trafficking networks led by Nicolas Maduro. To every terrorist thug smuggling poisonous drugs into the United States of America, please be warned that we will blow you out of existence. Mais voilà, de la drogue au pétrole, il n'y a qu'un pas et Donald Trump l'a franchi, comme l'a résumé de manière polémique Marc Botanga, député européen belge. Je voudrais qu'on parle un peu de ce qu'on peut presque appeler le nouveau pirate des Caraïbes. On ne parle pas de Jack Sparrow ou de One Piece, mais on parle bien de Donald Trump, qui a d'abord exécuté de manière extrajudiciaire des dizaines de personnes dans les mers des Caraïbes. Les experts des Nations Unies ont parlé d'exécution extrajudiciaire, donc c'est extrêmement grave, nous n'en avons pas parlé. Aujourd'hui, vous me dites c'est le trafic de la drogue, mais même la DEA américaine dit que le rôle du Venezuela dans le trafic de la drogue vers les États-Unis est minime. Mais aujourd'hui, on parle même plus de ça. Aujourd'hui, on parle de la confiscation d'un tanker, d'un pétrolier, et ça c'est le pétrole, c'est pas de la drogue. On commence à voler du pétrole, on commence à dire que nous voulons contrôler toute la région, toutes les ressources, et ici on n'ose pas en parler. Ça c'est quand même incroyable, chers collègues. Un peu de courage. Je suppose que vous oserez quand même contredire Daddy Trump sur ce point-là. Le président colombien Gustavo Petro estime lui aussi que le problème de Donald Trump, c'est l'or noir. No, lo que está detrás es lo mismo que está detrás de la guerra de Ucrania. ¿Qué es? Which Petróleo. Petróleo. Venezuela tiene una de las mayores o la mayor reserva del mundo en petróleo hasta ahora pesado. Ojo con esa definición. Y en Ucrania hay reservas y en general todas las guerras de este siglo han tenido que ver con el petróleo. De pétrole, il est également question au Nigeria que Donald Trump menace d'une intervention militaire en raison de, et je cite, meurtre de chrétiens. Et même en Russie, car malgré son jeu de connivence avec Vladimir Poutine, le POTUS menace toutes les entités qui se hasarderaient à commercer avec les mastodontes russes des hydrocarbures. Si elles étaient prises la main dans le baril, elles ne pourraient plus commercer en dollars, tout simplement. Donald Trump est-il un voleur de pétrole? Ou alors mène-t-il surtout une guerre idéologique, en particulier en Amérique latine? J'en parle tout de suite avec Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres, dont L'art de la paix, paru chez Flammarion, et pour une approche subjective des relations internationales, édité par Odile Jacob. Vous regardez un nouvel épisode de Mondialité sur Off Investigation. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors, est-ce que Donald Trump
bluff quand il menace d'intervenir au sol au Venezuela, voire de renverser Nicolas Maduro? Et est-ce qu'il est sérieux quand il parle de lutter contre les trafiquants de drogue en s'en prenant au pouvoir vénézuélien? Alors, je crois qu'il est sérieux, d'abord quand il prétend vouloir décrocher le prix Nobel de la paix, je crois qu'il y tient véritablement, et lorsqu'il parle de puissance. J'ai bien dit lorsqu'il parle de puissance, c'est-à-dire qu'il y a une rhétorique de pouvoir et de gouvernement. Il ne faut pas oublier que le trumpisme est né avant Trump. C'est-à-dire il est né d'un malaise profond de la société américaine, d'une société qui, au moment de la chute du mur, se croyait hégémone pour l'éternité. C'est-à-dire le rival soviétique avait disparu, une autoroute était ouverte, les États-Unis qui se partageaient le monde, ou ce qu'il en était réellement au moment de la guerre froide, sont maintenant les seuls leaders et au nom d'un capitalisme libéral tel que flatté et chanté par l'école de Chicago, la mondialisation devait marquer la fin de l'histoire, l'aboutissement, l'accomplissement de la puissance américaine. Tout ça s'est effondré. Tout ça s'est effondré parce qu'on s'est aperçu que la mondialisation profitait davantage aux émergents et en particulier à la Chine. Parce qu'on a vu qu'avec la chute du mur, eh bien, l'Europe commençait à se distancer des États-Unis, par ailleurs en situation d'échec, échec de George W. Bush en Irak et de son projet néoconservateur, échec de ce qui pouvait paraître comme étant la révolution clintonienne, échec également d'un certain point de vue de l'homme qui avait dit « Yes, we can », Barack Obama, et qui finalement n'avait pas réussi à installer l'économie des États-Unis au centre du monde. Donc, qu'a fait Trump pour gagner dès sa première élection, c'est-à-dire dès 2016, pour une entrée à la Maison-Blanche en janvier 2017 ? Il a parlé. C'est-à-dire, il a dit ce qu'une population frustrée, déçue, amère attendait, « Make America Great Again »,« America First », c'est-à-dire en même temps, on va s'occuper de vous et d'abord de vous, alors que les classes moyennes américaines étaient en plein désarroi face à une mondialisation qui les submergeait, et on va restaurer la puissance américaine. Donc maintenant qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit montrer qu'il est le restaurateur de la puissance. Et de ce point de vue-là, le jeu d'image, d'affichage devient plus important que l'action. C'est pour ça que je répondais à ta question davantage à travers le paraître qu'à travers le réel. Peu importe ce qui se fait du moment que c'est dit et que ça a l'apparence du faire. Donc, on va donner l'apparence d'établir la paix à Gaza, même si ce n'est pas du tout la paix, mais quelle grand-messe, on s'en souvient, à Sharm el-Sheikh. On va s'occuper de l'Ukraine pour montrer que l'on peut résoudre, nous les États-Unis, cette guerre qui est une guerre incroyablement complexe, et ça a donné le sommet ridicule de Anchorage et le piétinement actuel. On va s'occuper de l'Amérique latine, on va s'occuper de l'Afrique, et puis on va surtout renvoyer les Européens à la niche. C'est ça. Maintenant, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'il peut parler, mais il ne peut pas faire grand-chose. Tu l'as dit, les fameux 8 accords de paix dont il se prévaut pour avoir le prix Nobel de la paix, aucun n'a vraiment une consistance concrète. Simplement, il y a de l'affichage, il y a du paraître. Mais sur le Venezuela, Bertrand, il ne cherche pas le prix Nobel de la paix, puisque manifestement, il dit qu'il veut entrer en guerre contre les narcotrafics, alors que les spécialistes disent que le problème du narcotrafic n'est pas le problème de la présence au pouvoir de Nicolas Maduro au Venezuela, c'est beaucoup plus complexe, et il menace d'intervenir au sol. Est-ce qu'à un moment donné, il le fera ?
Alors, deux choses. D'abord, un paradoxe, parce que tu as tout à fait raison, ce n'est pas la paix qu'il recherche au Venezuela. Seulement, c'est son agent sur place qui a obtenu le prix Nobel de la paix, Madame Corina Machado, qui se réclame de Trump et qui a obtenu le prix Nobel de la paix en demandant, en suppliant les États-Unis de venir faire la guerre au Venezuela. C'est quand même un étonnant paradoxe. Mais c'est pour montrer que tout ça est lié. Tout ça est lié dans l'image, tout ça est lié dans la propagande, tout ça est lié dans l'intoxication dont nous sommes victimes. Maintenant, ceci étant, on retrouve la case départ, celle de notre conversation telle qu'elle commençait, c'est-à-dire que ce que veut montrer Trump, c'est sa puissance. Et donc, la puissance passe, non pas comme on l'a dit trop facilement, par le retour à la doctrine Monroe, c'est beaucoup plus que la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, c'était de dire les Américains sont chez eux et s'occupent de leurs affaires, et les Européens doivent rester chez eux pour s'occuper de leurs affaires. Là, c'est tout à fait différent. C'est plutôt le retour à la doctrine Kissinger et des opérations Condor en Amérique latine, c'est-à-dire les États-Unis restent le maître de cette zone où personne d'autre doit mettre les pieds, et notamment les États-Unis ont très peur de voir la Chine prospérer sur le continent sud-américain. Et donc, il s'agit de montrer sa puissance, ce qui d'ailleurs est d'autant plus aisé qu'il y a un vent trumpiste et de droite qui souffle sur l'Amérique latine. On a vu au Chili. Alors, il y a d'abord eu Milei en Argentine. L'Argentine, c'est pas rien, c'est un pays quand même très important, fait partie des émergents les plus remarquables. Deuxièmement, la victoire dimanche dernier, effectivement, de la droite au Chili. Il y avait eu la victoire de la droite en Bolivie. Il y a un régime de droite dur également au Paraguay. La droite est revenue au pouvoir en Uruguay. Et certains s'interrogent sur la Colombie de demain, qui peut aussi retourner vers la droite, le Honduras également, la République dominicaine et Trinidad et Tobago qui ont accueilli des bases militaires états-uniennes pour cette offensive sur le Venezuela. Donc tout ça peut être un vent favorable à l'expression de puissance qui, encore une fois, s'adresse davantage à l'opinion américaine qu'au monde. C'est un message, bien sûr, envoyé au monde, mais c'est d'abord un message envoyé aux électeurs états-uniens en disant « Je suis l'homme qui a rétabli la puissance américaine ». Et l'homme qui vous protège et qui protège vos familles de la drogue, parce que, en gros, ce serait une sorte de guerre régionale contre le narcotrafic qui passerait par une guerre contre les pays dont partent les contenus de drogue, si on peut dire. Oui, alors là encore, le paraître l'emporte sur le réel. C'est-à-dire, effectivement, ça fait bien de dire « je pars en croisade contre la drogue » qui, effectivement, fait des ravages épouvantables dans la société états-unienne et pas seulement dans la société états-unienne. Seulement, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que ce n'est pas ça du tout. D'abord, s'il y a un centre de gravité de la drogue dans cette région du monde, ce n'est pas au Venezuela. La Colombie voisine est davantage atteinte, le Mexique est devenu un espace de transit très important également. La drogue n'est pas un sujet majeur. Quand l'armée navale états-unienne s'est attaquée aux pétroliers vénézuéliens, il n'y avait pas de drogue, il y avait du pétrole. Justement, en parlant de pétrole, est-ce que le problème de fond de Donald Trump, ce n'est pas le pétrole, comme le suggère le président colombien Gustavo Petro, auquel d'ailleurs Donald Trump promet le pire s'il continue de parler, parce que finalement, si les États-Unis dépendent de moins en moins du pétrole vénézuélien au profit du pétrole canadien, le pays phare de la révolution bolivarienne, comme on disait à l'époque, extrait un pétrole spécifique, le pétrole lourd, et a les plus grosses réserves sur la planète. Est-ce que c'est une guerre du pétrole? En tout cas, une guerre d'influence pour le pétrole. Alors, plusieurs éléments. D'abord, c'est vrai
que le Venezuela est le pays qui dispose des réserves de pétrole les plus importantes au monde, c'est-à-dire qui dépasse même les pays de la péninsule arabique. Il faut bien l'avoir en tête. Donc, c'est évident qu'il y a un enjeu pétrolier. Deuxièmement, à nouveau, il faut garder dans la tête que pétrole, avant de vouloir dire économie, veut dire puissance, c'est-à-dire l'idée que celui qui contrôle les ressources de pétrole dans le monde a la puissance dans le monde. On retrouve toujours ce même tunnel qui fait passer de l'action martiale à l'action de puissance. Il faudra s'interroger sur la réalité de la chose, qui est quand même déjà un peu plus compliquée. Mais il y a dans la grammaire trumpienne, on l'a vu pour tous les conflits de la Terre, et je dirais pour tous les espaces que l'on appelle géopolitiques, c'est toujours la même chose. Derrière un sujet de relations internationales, il y a des ressources. C'était vrai pour l'Ukraine. Il faut se rappeler que le premier acte de Trump en matière de conflit russo-ukrainien, c'était de s'assurer des ressources minérales de l'Ukraine, avant même de se soucier de la paix. Quand on se déplace vers l'est du Congo, c'est la même chose. Chacun sait que l'Ituri est une réserve extrêmement importante sur le plan des ressources minérales. Si on se tourne maintenant vers le Moyen-Orient, c'est exactement la même chose. Donc ça fait partie, je dirais, de la culture trumpienne. Mais ce que je voudrais dire, parce que tout va se jouer là, c'est que la démonstration de force, l'affichage, le monsieur muscle en diplomatie, c'est probablement important pour toutes les raisons qu'on a évoquées il y a un instant. Mais derrière ça, la vraie question, c'est qu'en est-il aujourd'hui, en 2025, presque en 2026, de la puissance dans le monde? Est-ce que nous sommes encore au temps où il suffisait de montrer sa puissance pour dominer le monde? C'est ça la véritable équation. Or, que voyons-nous? Que ce sont de vieux schémas qui sont importants parce qu'on meurt ou on tue au nom de ce schéma qui consiste à dire « nous sommes les plus puissants et nous allons le montrer ». C'est un jeu extrêmement dangereux, mais c'est un jeu qui est très peu rétribué. Finalement, qu'est-ce que les États-Unis ont pu faire de leur puissance depuis 1945? Pourquoi la puissance existe dans les relations internationales? Pourquoi l'a-t-on inventé, les philosophes, les penseurs, les princes, les stratèges? Pour une raison très simple, c'est que la puissance devait permettre de produire un ordre régional ou international ou mondial plus favorable à celui qui en était paré. Or, que constate-t-on? C'est que depuis la fin de la guerre froide, l'usage de la puissance est de plus en plus ravageur, coûteux, meurtrier, mais ne rapporte rien. De même que ce déferlement de puissance meurtrière par Netanyahou n'a pas permis d'éteindre la cause palestinienne, ni ce que certains Israéliens appellent le problème palestinien, de même, les interventions des États-Unis au Vietnam, en Irak, en Afghanistan, en Somalie, peut-être demain en Amérique latine, peut-être tu y faisais référence au Nigeria, tout ceci ne rapporte rien en capacité d'action et de gain. Ce sont des gains qui peuvent paraître, à nouveau le verbe paraître, mais qui ne construisent plus. Et c'est ça la vraie question des relations internationales. Comment peut-on construire un ordre qui vous soit plus favorable? Ce n'est plus par le canon, ça ne marche plus. Voilà, justement, le document qui résume la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, il est sorti récemment. Et justement, ce document, il évoque parmi les priorités américaines, et je cite, la sécurisation de l'accès aux chaînes d'approvisionnement et aux matériaux essentiels. Mais du coup, quelque part, ça a du sens, ce qui se passe autour du Venezuela, quand on lit ça.
Oui, mais bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui consiste à dire mais peu importe les matières premières, peu importe les ressources énergétiques, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que contrôler toutes ces ressources, si on n'arrive pas à les intégrer dans un ordre international stabilisé, profitable pour celui qui exploite ces ressources, ça n'aboutit qu'à une escalade de la force, elle-même de plus en plus coûteuse, mais ça ne permet pas de jouir, de bénéficier des résultats de l'acquisition de ces ressources. Conquérir des espaces pétrolifères, si véritablement on crée une situation d'instabilité et de désordre régional, ça ne sert à rien, sauf que ça coûte, et ça coûte de plus en plus. Tu penses à l'Irak, par exemple ? Je pense à l'Irak, je pense à l'Iran, je pense même au Golfe, je pense même au Congo. À la Libye aussi. À la Libye, Après bien Kadhafi. entendu. Voilà un très bon exemple. Tout ceci indiquant que finalement, on va beaucoup dépenser pour s'emparer de richesses, c'est ce qu'on appelle les politiques de prédation, et celles-ci sont réelles, hein, il suffit de constater l'état du monde actuellement, mais dans un contexte où finalement la puissance américaine ne cesse de régresser, où elle agit, et c'est ça qui est important, dans un contexte social, culturel, humain, qui lui est de plus en plus défavorable et qui ne lui permet plus de construire cette hégémonie d'antan. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la guerre froide a été une très bonne opération pour les États-Unis. La guerre froide leur permettait d'exercer une hégémonie réelle sur un espace véritablement contrôlé. Pourquoi cet espace était contrôlé ? Parce que les pays membres de l'OTAN, les pays d'Europe occidentale, étaient convaincus que la protection, donc l'hégémonie américaine, leur était également profitable parce que ça leur assurait la sécurité et la paix. C'est d'ailleurs ce qu'un grand politiste états-unien, Robert Gilpin, appelait le leadership bienveillant, le benign leader. Et c'est ce que M. Rutte, qui n'a pas compris grand-chose au film actuel, rend en traitant Trump de daddy, c'est-à-dire cette idée que c'était gagnant-gagnant, cette hégémonie. Or, aujourd'hui, ce calcul de l'hégémonie gagnant-gagnant ne fonctionne plus. Pourquoi ? Pour trois raisons. La première, c'est parce que la mondialisation a inventé quelque chose que personne ne semble avoir sérieusement prévu, en tous les cas parmi les analystes et probablement aussi chez les acteurs politiques, qui est l'interdépendance. C'est-à-dire, attention, c'est très bien que je sois en position de domination, mais en dominant, je dépends de plus en plus de celui que je domine. Ça, c'est un élément d'équation qu'on ne connaissait pas sur la guerre froide. Et ça réserve de très, très, très mauvaises surprises. Deuxième raison pour laquelle les choses ne fonctionnent plus, c'est parce que de plus en plus, on assiste à une appropriation sociale des relations internationales. C'est-à-dire, les peuples sont de plus en plus là pour réagir, et non seulement réagir, mais aussi pour, je dirais, déstabiliser un ordre qui autrefois était entièrement contrôlé par le diplomate et le soldat. Les printemps arabes, c'était ça, c'est-à-dire, bon, ben, vous faites ce que vous voulez, négocier entre vous, mais nous, les peuples, on ne veut pas ça, et on va dans un autre sens. Ça, c'est une deuxième source de déstabilisation. Et la troisième source de déstabilisation, c'est la mutation des conflits. C'est-à-dire qu'autrefois, les guerres, elles étaient commodes et lucratives pour les États, parce que les États les contrôlaient parfaitement. C'était ce que Clausewitz appelait la bataille décisive, le plus fort et le plus rusé gagné sur le plus faible et le moins rusé. Ok, très bien. Ça, c'est fini. Quand on voit les conflits comme ceux de l'Est du Congo, comme ceux du Soudan, dont personne ne parle alors qu'il se passe des choses atroces, ou encore les multiples conflits totalement hors écran qui se développent dans le Sud global, là,
personne ne les contrôle. Et c'est pour ça qu'on peut faire signer, ce à quoi tu faisais allusion tout à l'heure, le président rwandais et le président congolais, M. Tshisekedi et M. Kagame, mais sur le terrain, il n'y a aucune résonance parce que personne ne contrôle ce jeu de milices, cette espèce d'interconnexion très compliquée entre l'expression de colère sociale, les jeux mafieux, toutes les interdépendances souterraines qui font que les conflits sont hors de tout contrôle. Résultat, l'hégémone américain, il perd par 3 fois. Il est défié par les pressions sociales, il est défié par le jeu des interdépendances, il est défié par des conflits qui sont hors contrôle. Le bilan de tout ça, c'est ce que nous connaissons actuellement. Est-ce que combattre, pour revenir au Venezuela, combattre les capacités d'exportation du Venezuela, c'est d'une certaine manière combattre la Chine, combattre Cuba? Alors, le problème, c'est que la Chine a un jeu beaucoup plus subtil que les États-Unis et la Russie. Les États-Unis et la Russie collent à la vieille idée des États gladiateurs. Voilà. Et d'ailleurs, si Poutine et Trump s'entendent si bien, c'est parce qu'ils ont exactement la même culture et qu'ils considèrent que l'optimum de leur puissance, c'est leur friction connivente, c'est-à-dire leur opposition, ce jeu d'opposition qu'ils veulent restaurer, rappelant les bons temps de la guerre froide. La Chine, c'est tout à fait différent. La Chine est le premier des grands pays qui ait compris véritablement ce qu'était la logique d'interdépendance et joue de cette interdépendance. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle a défié la politique tarifaire de Trump en disant si vous voulez jouer à ça, vous allez voir ce que ça va vous coûter, et ça a effectivement marché. Et en Amérique latine, le jeu de la Chine, c'est pas je contrôle le Venezuela ou je contrôle le Honduras ou enfin non, il contrôle pas le Honduras, ou je contrôle le Nicaragua ou je ne sais quoi. C'est de dire, effectivement, je vais optimiser les avantages que l'interdépendance peut m'apporter, c'est-à-dire en étant de plus en plus impliqué dans les économies latino-américaines, celles-ci dépendront de moi et réciproquement, et là, l'aventure militaire, est inutile, elle est coûteuse, et elle n'est pas productive. Ça, les Chinois l'ont compris lorsque les États-Unis continuaient à jouer le jeu contraire. Alors, d'un pays pétrolier à l'autre, Donald Trump menace le Nigeria d'une intervention militaire en raison des crimes perpétrés sur les chrétiens par les terroristes djihadistes. Tous les experts dénoncent les raccourcis en termes d'analyse de cette situation, mais voilà. On ouvre ce journal par les menaces de Donald Trump sur le Nigeria. Si le pays, je cite, n'arrête pas les meurtres de chrétiens par les terroristes islamistes, il pourrait envisager une action militaire. Les accusations démenties par Abuja. Le président américain a inscrit hier le Nigeria sur la liste des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse et assure que les aides américaines accordées à Abuja vont cesser. Là aussi, Washington est face à une puissance pétrolière africaine. Le Nigeria menace d'intervenir alors que l'exécutif nigérian n'a absolument rien à voir avec les actions des terroristes qu'il subit, encore plus que l'exécutif américain, cela va de soi. Oui, alors il faut voir quand même la différence énorme qu'il y a entre le cas vénézuélien et le cas nigérian. Venezuela, j'allais presque dire, c'est l'arrière-cour des États-Unis, c'est à portée de canon, on l'a vu, et c'est dans cette vieille imagerie des responsabilités de Washington dans l'ordre continental américain. Le Nigeria, c'est loin. Le Nigeria, c'est un pays auquel les États-Unis, et M. Trump en particulier, ne connaissent pas grand-chose. Comme tu dis, et très justement, les raccourcis sont saisissants. Je veux dire, les chrétiens ne sont pas plus menacés ni plus persécutés au Nigeria que les musulmans. Il faut quand même le savoir. Les principales victimes de Boko Haram au Nigeria sont des musulmans. Exactement. Bon, dans cette région du Nigeria, les musulmans sont plus nombreux que les chrétiens, oui, c'est vrai. Mais quand on compte les morts, voilà. Il n'y a pas du tout de ciblage des chrétiens. Donc tout ça, c'est de la fable, et tout ça, pour l'instant, c'est du verbe.
quand on sait en quels termes Trump tient les peuples d'Afrique, on sait fort bien que son mépris débouche davantage sur un désintérêt que sur une stratégie active. D'ailleurs, les États-Unis n'ont pratiquement jamais eu de moment de stratégie active en Afrique, le laissant aux Européens, ce qui est un signe de mépris. Il faut voir aussi, parce que ça on ne le dit même plus, mais moi à chaque fois ça me révulse, comment Trump a traité les Somaliens en disant qu'ils étaient puants. Une représentante, je crois, d'un des États du nord des États-Unis, d'origine somalienne, qu'il a traité d'ordure. Tout ça, c'est pour montrer que, contrairement au Venezuela et aux pays d'Amérique latine, il n'y a pas un investissement intellectuel et stratégique trumpien vers l'Afrique. Donc personnellement, je n'y crois pas. Bon. Alors, est-ce qu'il veut parler aux chrétiens américains qui sont sensibilisés aux persécutions que peuvent vivre les chrétiens pris dans l'étau des groupes terroristes au Nigeria? Pourquoi il en parle, en fait? Alors, tu as raison, c'est une des explications. Parler aux chrétiens et à ce fondamentalisme chrétien qui est très actif aux États-Unis et qui est sa base électorale principale, mais aussi il y a d'autres significations qu'il faut avoir en tête, celle que je désignais tout à l'heure, c'est-à-dire montrer sa puissance, montrer qu'il est le maître du monde. Il y avait cette phrase qu'il avait prononcée à un moment, je crois que c'est quand il recevait le prince héritier d'Arabie Saoudite, que le bureau ovale, c'est le centre du monde. Donc tout ce qui se passe dans le monde, ça revient sur ce bureau et il faut le montrer. Il y a aussi quelque chose de pire, de plus sale, mais que là, il faut savoir surveiller, qui est donner corps à ce suprémacisme blanc. Le ton avec lequel il parle de l'Afrique, je parlais de la Somalie tout à l'heure, ou du Nigeria, mais on pourrait prendre d'autres exemples, c'est aussi une manière de dire que notre supériorité est liée à notre identité, à notre race, entre guillemets, à notre ethnie, à tout ce que on peut imaginer. Il ne faut pas oublier, et ça c'est peut-être l'élément le plus dangereux du trumpisme, que l'un des socles de ce trumpisme, c'est le suprémacisme blanc qui justifie les politiques antimigratoires, qui justifie les droits exceptionnels consentis au système politique états-unien et à la puissance américaine. Si on voulait suivre Gramsci, on dirait que ce néo-suprémacisme, parce qu'il renaît de ses cendres, hein, ce néo-suprémacisme, c'est une façon de réactualiser l'hégémonie américaine de nouvelle forme. Et donc, s'adresser ainsi au Nigeria, c'est en même temps dénoncer l'antichristianisme et donc la politique anti-blanche des chefs d'État africains. C'est une façon, par un mépris rhétorique, d'asseoir l'hégémonie américaine et de réclamer des droits exceptionnels en faveur des États-Unis. C'est ça qui est dangereux, plus qu'une intervention militaire. Alors, il est intéressant de noter que tout sympa qu'il soit avec Vladimir Poutine, Donald Trump veut amoindrir significativement les possibilités pour Moscou de vendre son pétrole à l'international. Dans le viseur américain, les entreprises Rosneft et Lukoil, qui pèsent chacune près de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires et représentent une part importante des entrées d'actifs en Russie. Sans donner plus de détails sur la nature des sanctions, Donald Trump semble vouloir entraver les transactions financières de ces entreprises et s'attaquer à la source du financement de l'économie de guerre russe. Est-ce que ces guerres pétrolières, si on peut dire, ce jeu de pression économique et cette utilisation du pouvoir de nuisance économique des États-Unis n'incarnent pas d'une certaine manière la guerre selon Trump, la guerre selon la vision telle que Trump la voit, une manière de faire la guerre à l'économie et via l'économie?
Oui, je crois qu'il faut... Moi, j'aurais une analyse un peu différente de tout cela, parce que je crois, on en a déjà parlé, en l'importance de la diplomatie de connivence. C'est-à-dire que l'un des soucis de Trump, et également de Poutine, ils se rejoignent là-dessus, c'est de ressusciter la guerre froide. C'est pour ça que je parle de connivence et non d'alliance. Il n'y a pas d'alliance entre Poutine et Trump, mais il y a une connivence. Qu'est-ce que ça veut dire? La connivence, c'est de ressusciter une adversité en considérant que cette adversité nourrit, alimente en même temps la puissance des deux protagonistes. C'est-à-dire, la guerre froide, le souvenir qu'a laissé la guerre froide, c'est celui d'une puissance qui s'alimentait de la rivalité avec la puissance de l'autre. Et donc, tant l'idée de Poutine que celle de son homologue américain, c'est de rejouer cette guerre froide. Ça veut dire pas faire ami-ami, mais quelquefois s'opposer solidement pour faire de cette opposition solide la clé même des nouvelles relations internationales, en considérant que de cette opposition qui peut être violente, eh bien, les deux en tireront profit. Faut se rappeler que c'est pas la première initiative. Il y a un moment, Trump avait dit de Poutine qu'il était devenu fou. À un autre moment, il avait envoyé des sous-marins nucléaires au large des côtes russes, qui d'ailleurs est assez banal, mais il l'avait dit, mis en scène, pour bien montrer effectivement que c'était là deux gladiateurs. Mais deux gladiateurs complices qui se ressemblent terriblement, hein. Peut-être pas physiquement, peut-être qu'il y en a un qui est plus subtil que l'autre, c'est même probable, mais ils adhèrent aux mêmes valeurs traditionnalistes, à la même vision réactionnaire du monde, à la même conception hiérarchique des relations internationales, à la même nostalgie du temps béni de la binarité Est-Ouest. Et donc, au même mépris de l'Europe. Exactement. Et ils sont tous les deux alignés sur la volonté convergente de marginaliser, voire d'humilier l'Europe. Alors, si tu devais décrire sur d'autres aspects la guerre et la paix, selon Donald Trump, quand on a fini d'égrener ces théâtres de conflits latents ou ouverts, que dirais-tu? Je pense qu'il n'y a pas, dans cette grammaire trumpienne, comme d'ailleurs dans toute cette grammaire dominante dans l'histoire euro-américaine depuis la Renaissance, européenne d'abord, puis euro-américaine, il n'y a pas de culture de la paix. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que la paix. On en reparlera peut-être à une autre occasion, mais la paix, c'est fondamentalement la coexistence. On le sait depuis Aristote, c'est loin tout ça. Ces gens ont une culture de la guerre parce qu'ils ont une mémoire historique qui repose sur cet enchaînement de guerres, ce que Raymond Aron appelait les guerres en chaîne, n'est-ce pas? Et donc, pour eux, la paix, c'est rien d'autre que l'interruption de la guerre, le cessez-le-feu, que les canons ne donnent pas, mais qu'en revanche, la vraie paix, c'est-à-dire celle de la coexistence d'un ordre humain coexistant, n'est pas du tout de leur ressort. Quand on est suprémaciste, quand on est verticaliste, quand on est aussi fasciné par la puissance, par ce que j'appelais la musculation diplomatique, quand on méprise à ce point le multilatéralisme, quand on a un tel mépris pour les enjeux planétaires globaux, climatiques, sanitaires ou je ne sais quoi, quand on déteste l'hospitalité et la migration, mais on est l'anti-paix. Et c'est pire que ça, parce que ce ne sont pas des gens militants contre la paix, ce sont des gens qui ignorent la paix, qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et pour eux, donc, il s'agit de gérer la dialectique de la guerre et de la non-guerre. Merci Bertrand. Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres, dont L'Art de la paix, paru chez Flammarion. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Rendez-vous dans 2 semaines exactement pour un nouvel épisode de Mondialité avec Bertrand Badi. Comprendre le monde, c'est aussi refuser qu'il soit raconté par les puissants. Pour que ces décryptages restent libres et accessibles à tous, soutenez Off Investigation. Rendez-vous sur offinvestigation.fr pour faire un don. On compte sur vous.
Chaque euro compte.